Bonjour, je m'appelle Elsa Cousineau et je suis la représentante de vente technique en foresterie chez l'Allemand Plant Care. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour le webinaire sur les programmes de lutte antiparasitaire intégrés en foresterie urbaine. Le webinaire d'aujourd'hui sera enregistré et disponible sur notre chaîne YouTube prochainement. Alors, voici un aperçu de ce que je vais couvrir dans le webinaire d'aujourd'hui. On va explorer ce qu'est un programme de lutte antiparasitaire intégré. On va revoir les avantages associés ainsi que les détails de ses composantes. Je vais aussi présenter des stratégies pour un programme réussi et voir comment on peut utiliser un programme dans notre industrie. Et enfin, on va explorer ensemble des outils et des ressources disponibles pour mettre un programme en place. Alors, il existe différentes manières de décrire une lutte antiparasitaire intégrée, mais généralement, le but, c'est vraiment de gérer les ravageurs d'une manière économiquement viable et socialement acceptable et sans danger pour l'environnement. Ultimement, ça peut être considéré comme un processus de prise de décision dont l'objectif est d'empêcher les ravageurs. Alors, on est rendu ici. Alors, c'est ça. Le concept d'un programme de lutte intégré existe depuis des décennies et est appliqué à de nombreux secteurs comme l'agriculture, l'horticulture, les pépinières, la gestion des terrains de golf et du gazon et la foresterie, bien sûr. Les ravageurs sont souvent associés aux insectes et aux rongeurs, mais dans le secteur forestier, ils peuvent également inclure comme la végétation indésirable, comme le nerf brun, ou des pathogènes comme la maladie hollandaise de l'homme et le flétrissement du chêne. L'objectif d'un programme est de réduire et de maintenir la population de ravageurs à un niveau qui ne cause pas de dommages importants, plutôt que de l'éradiquer complètement, ce qui va vraiment réduire le recours aux pesticides. Dans certains cas, lorsque l'organisme nuisible n'est pas établi, son éradication est quand même possible. Par exemple, avec la maladie hollandaise de l'homme, l'éradication complète des cas isolés est possible. C'est ce qu'ils font en Alberta si la maladie est détectée assez tôt. Alors, un programme de lutte intégré présente de nombreux avantages. Un programme peut fournir des solutions de lutte antiparasitaire à long terme. Et dans tout programme, c'est important d'identifier correctement l'organisme nuisible et de connaître toutes les options de contrôle disponibles pour garantir que tout contrôle soit correctement planifié, économiquement viable et va minimiser les dommages potentiels à l'environnement et à l'autrui. Alors, la lutte intégrée est nécessaire parce qu'elle contribue à réduire le besoin et la dépendance aux pesticides chimiques. Et un programme réussi va garantir que les pesticides utilisés auront un impact et des dommages quand même assez minimes sur l'environnement, ainsi que sur les organismes bénéfiques, tout en minimisant le risque au public. Une utilisation appropriée de pesticides va également réduire le risque que les ravageurs développent une résistance aux pesticides. Et enfin, l'adoption d'un programme va maximiser les avantages de toutes les planifications de traitement. Alors, le programme peut entraîner des économies, peut promouvoir la gestion de l'environnement et peut améliorer la satisfaction de nos clients. Alors, dernièrement, la lutte intégrée contre les ravageurs est passée d'une approche axée sur la lutte antiparasitaire spécifique à une approche plus globale, alors plus intégrée si on veut, de la lutte. Alors ici, on connaît peut-être les composantes traditionnelles d'un programme qui sont listées à la gauche. Cependant, plus récemment, le programme a été modernisé pour intégrer un aspect social. Et comme on le sait, dans le domaine forestier, c'est vraiment la planification, l'organisation, la communication et la sensibilisation qui jouent un rôle très, très actif. Alors, on ne doit pas vraiment oublier que les méthodes et stratégies employées au sein de chaque industrie peuvent différer. Chaque secteur adapte son approche à ses défis et ses exigences uniques. Et c'est ces composantes traditionnelles à gauche qui vont rester généralement cohérentes dans la lutte antiparasitaire forestière, si on veut. Alors, à droite, on a combiné des composantes traditionnelles et modernisées pour refléter ce qu'on pourrait voir en foresterie urbaine. Alors, dans les prochaines diapos, je passerai en revue chacune de ces composantes-là.
Alors, la prévention, la suppression, l'éradication et le rétablissement constituent les quatre principaux types de projets qui guident les stratégies de gestion. Alors, parmi celles-ci, la suppression et la prévention sont les plus couramment utilisées, tandis que l'éradication et le rétablissement sont parfois combinés avec la prévention ou la suppression. Ces types de projets sont utilisés pour suivre des projets de lutte intégrés en évaluant les stratégies et les traitements et en identifiant les ravageurs forestiers dominants et en distribuant des fonds et des ressources. Alors, la clé d'une lutte antiparasitaire à long terme est d'empêcher les ravageurs de devenir vraiment un problème en premier lieu. Alors, c'est plus économique et ça donne de meilleurs résultats et des résultats plus durables. Alors, la première image à gauche est un chêne auquel on a injecté avec un produit qui laisse des embouts dans le tronc. Et cette injection a eu lieu au mois d'août. Alors, on peut vraiment voir que ça a fini par être quand même assez dommageable pour l'arbre et que le moment choisi l'a exposé à un risque plus élevé au flétrissement de chêne. Alors, cette photo a été prise dans le sud de l'Ontario. Alors, pour minimiser la propagation du flétrissement, on conseille vraiment d'éviter d'élaguer ou de blesser les chênes entre les mois d'avril et de novembre, lorsque les coléoptères qui propagent le pathogène du flétrissement sont actifs. Et si des injections ou un élagage est absolument nécessaire pendant la période de vol de ces coléoptères-là, on peut vraiment utiliser comme de la peinture d'élagage ou de la cire de greffage pour couvrir les plaies. Mais c'est pourquoi que la mise en œuvre de directives réglementaires comme les interdictions d'élagage ou comme celle observée pour le flétrissement et la maladie hollandaise de l'homme sont essentielles pour prévenir la propagation de ces maladies-là. Alors, la prochaine image est vraiment un exemple d'un traitement au triazin utilisé pour lutter contre le puceron lanière de la pruche. Et c'est vraiment la suppression qui va viser à contrôler et à gérer les infestations existantes jusqu'à des niveaux de seuil acceptables. Alors, il existe différentes pratiques de contrôle qui sont généralement utilisées dans un programme de lutte intégré pour supprimer des ravageurs et le traitement chimique, comme on le sait, en est une. Alors ensuite, on retrouve une photo du longe-corne asiatique, qui a été éradiqué en 2020 à Toronto et à Mississauga. Et l'éradication est utilisée comme un effort visant à éliminer complètement un ravageur d'une zone. Alors, elle est vraiment souvent associée à la prévention afin d'empêcher l'établissement des ravageurs. Enfin, un exemple de rétablissement concerne le contrôle du nerf comme on peut voir dans la photo. Le rétablissement se concentre sur la récupération et la restauration d'une zone qui a été touchée par des ravageurs ou d'autres perturbations. Alors, l'identification, comme on le sait, est vraiment cruciale pour élaborer des stratégies de gestion ciblées et des gestions efficaces. C'est vraiment la base pour mettre en œuvre des mesures de contrôle appropriées, tout en minimisant l'impact environnemental sur l'écosystème forestier. Alors, l'identification commence par l'identification précise des essences des arbres et la compréhension de leur vulnérabilité aux ravageurs et aux maladies. Ensuite, il faut reconnaître et identifier les signes et symptômes de ces ravageurs-là et de comprendre leur cycle de vie et les dommages potentiels qu'ils peuvent infliger à ces arbres-là. Alors, il faut être capable de reconnaître des organismes nuisibles semblables. Puis c'est vraiment une compétence utile pour la surveillance et le dépistage. Alors, comme par exemple, dans les photos, ici, on a une image avec un agril du frêne et un autre espèce d'agril qui est quand même semblable, mais un peu plus grosse. Alors, puis ça, cette photo-là, ça démontre vraiment que c'est facile de se tromper entre les 2 insectes et des socies peuvent également se retrouver comme dans des maladies. Alors, par exemple, dans les photos à droite, une des photos démontre le flétrissement du chêne et l'autre, la brûlure, bactérienne. Alors, les 2 se ressemblent beaucoup, beaucoup. La brûlure bactérienne est une maladie causée par une bactérie et il y a une différence quand même assez importante, visuelle. Puis cette différence-là, c'est qu'il y a une bande jaune entre la zone brune et la zone verte dans la feuille. Alors la bande jaune n'est pas sur les feuilles d'un arbre, atteint du flétrissement de chêne. Ça passe simplement du brun au vert et les arbres infectés par la brûlure bactérienne continuent à présenter des symptômes d'une année à l'autre. Mais par contre, comme on le sait, un arbre touché par le flétrissement du chêne va vraiment décliner et mourir assez rapidement.
Alors, pour faciliter et confirmer l'identification, nous autres, on suggère de vraiment discuter avec vos pairs ou avec d'autres professionnels du domaine, des chercheurs, des entomologues. Alors, même le public peut avoir comme une histoire, un historique sur la région et sur les arbres locaux. L'utilisation d'outils tels que des analyses en laboratoire ou des pièges à phéromones peuvent aider à établir une identification précise. Et des programmes réguliers de suivi vont permettre de suivre en permanence la présence et l'abondance de ravageurs ou de maladies au fil du temps. Alors, ça aide vraiment à comprendre les tendances démographiques et constitue des informations pratiques à utiliser pour le traitement. À la base, la surveillance est la collecte de données pour analyser, surveiller et évaluer la situation. Ça comprend la collection de données, la surveillance, le dépistage, les évaluations et la réglementation. Alors, la surveillance va fournir des informations importantes dont on a besoin pour prendre des décisions en matière de lutte antiparasitaire. Alors, ça consiste en des inspections régulières pour dépister les ravageurs, surveiller la santé des arbres et les conditions environnementales. Alors, ça peut être réalisé en employant comme des techniques comme des pièges à phéromones, des enquêtes visuelles et en inspectant comme des arbres, en recherchant des signes ou dommages de stress ou en surveillant des conditions météorologiques comme la température, l'humidité ou des précipitations. On peut aussi utiliser des modèles prédictifs pour prévoir les épidémies potentielles de ravageurs. Alors, par exemple, l'installation de pièges à phéromones pour la grille du frêne, utilisée parallèlement au traitement, peut faciliter les stratégies de traitement et permettre des économies dans notre programme. L'analyse du sol et des feuilles peut aussi fournir des informations importantes sur les niveaux des nutriments, les niveaux de pH et la santé globale. Et ces informations-là peuvent être utilisées pour prendre des décisions sur nos méthodes de contrôle, finalement. Les pratiques de lutte antiparasitaire sont diverses méthodes utilisées pour lutter contre les ravageurs. Alors, le contrôle culturel fait référence aux pratiques de gestion qui favorisent vraiment la santé des arbres et découragent le développement des ravageurs. Les méthodes culturelles peuvent prendre en compte la sélection appropriée des arbres et des sites de plantation, peut prendre en compte la santé et les amendements de sol, le paillage et l'irrigation, par exemple. Et le contrôle mécanique, et ou physique, repose vraiment sur l'utilisation d'outils ou de barrières physiques. Fait que, par exemple, suivre des techniques d'élagage appropriées, éliminer des branches mortes ou des branches en déclin, cueillir à la main des insectes nuisibles, utiliser des pièges à phéromones ou utiliser des barrières physiques comme des protège-arbres. La lutte biologique, elle, utilise des ennemis naturels comme les 3 P, fait que les prédateurs, les parasites et les pollinisateurs, pour limiter et contrôler la population de ravageurs. Et c'est ces ennemis naturels-là qui peuvent nous aider à contrôler et maintenir les populations de ravageurs à un niveau quand même assez tolérable. Par exemple, la spongieuse a des ennemis naturels comme des oiseaux et des mammifères, comme le virus NPV ou des champignons qui vont nous aider à supprimer et même à gérer les populations établies. Le contrôle sylvicole gère la composition et la croissance d'un peuplement. Alors, ça comprend l'éclaircie et la restauration d'un peuplement. Les pratiques sémiochimiques comprennent l'utilisation de signaux chimiques que les insectes utilisent pour communiquer entre eux. Fait que les 2 principaux types de produits sémiochimiques utilisés dans un programme de lutte, sont les phéromones utilisés pour perturber les périodes d'accouplement de ravageurs et les produits allélochimiques utilisés pour repousser ou attirer les insectes. Le contrôle génétique, c'est la conservation génétique et le dépistage des résistances. Et enfin, la lutte chimique, généralement utilisée en dernier recours, quand les autres méthodes sont insuffisantes ou quand les niveaux de ravageurs dépassent nos seuils déjà établis. Alors, c'est pourquoi c'est super important de fixer des seuils dès le début de la phase de la planification, parce qu'ils vont vraiment aider à guider le programme de traitement chimique. C'est les programmes de lutte les plus complets vont utiliser au moins 2 ou 3 de ces pratiques-là ensemble.
Fait que les seuils font référence au niveau prédéterminé de population d'organismes nuisibles auxquels des mesures doivent être prises pour empêcher la population de causer des dommages économiques, des dommages sanitaires, esthétiques ou même des dommages écologiques. Fait que les seuils vont venir, tu sais, vont servir de guide pour déterminer quand une intervention est nécessaire et quand l'ampleur des dommages est vraiment acceptable. Alors, lors de l'établissement du seuil, les données d'identification et de surveillance sont utilisées pour vraiment comprendre le cycle de vie, le comportement et la dynamique de la population. Fait qu'il s'agit vraiment d'évaluer l'étendue des dommages, incluant la défoliation, le dépérissement et la mortalité, et l'ampleur qu'on est prêt à accepter. L'évaluation des dommages va nous aider à déterminer les mesures de contrôle à utiliser. Fait que, par exemple, euh, quand les populations de spongieuses sont faibles, on peut s'attendre à de faibles niveaux de défoliation. On peut envisager de retirer physiquement peut-être les masses d'œufs ou même les chenilles, ou de mettre en place comme un anneau en jute autour du tronc pour les empêcher à monter dans la canopée. Fait que lorsque les niveaux de population tu sais, sont un peu plus élevés, sont comme de moyens élevés ou pendant vraiment des épidémies, des traitements au triazin ou au BT vont vraiment aider à minimiser le stress et les dommages causés aux arbres et vont venir protéger les arbres des dommages secondaires causés par d'autres ravageurs. La prochaine considération est économique. Alors, ça implique de comparer les coûts des pertes potentielles aux coûts des mesures de gestion. Alors, il existe de nombreux outils et approches qu'on peut utiliser pour évaluer les arbres et ça varie en fonction de l'étendue du travail. Alors, pendant l'établissement d'un seuil économique, pour un client, par exemple, on peut ajouter de la valeur à un arbre en l'informant d'une approche de comparaison des ventes qui correspond à la valeur marchande de l'arbre, qui va venir valoriser les bénéfices présents ou futurs de l'arbre comme tel, ou encore une approche de coût qui va déterminer la quantité de ressources nécessaires pour soigner ou remplacer l'arbre. Tandis que dans un contexte municipal, si le coût du traitement ou des mesures d'atténuation, comme par exemple l'injection aux arbres, est inférieur au coût de l'abattage et du remplacement des arbres, un seuil économique est établi. Alors, dans un écosystème forestier où, tu sais, par exemple, où la grille du frêne a tué de nombreux frênes, ça peut être considéré comme un dépassement d'un seuil écologique. Alors, les impacts ont probablement entraîné des changements dans la composition de forêts en réduisant la biodiversité ou en changeant les fonctions des écosystèmes. Des efforts de restauration comme la plantation peuvent être mis en œuvre pour aider à maintenir l'équilibre forestier. Fait que c'est important de se rappeler que les seuils sont dynamiques et peuvent être modifiés en fonction de nouvelles recherches ou des nouvelles découvertes, ou des changements de ravageurs, ou des changements dans l'environnement, ou même dans les besoins du client. Fait que c'est donc super important que les seuils soient revus et ajustés aux besoins. Une communication efficace dans un programme de lutte contribue vraiment au succès global du programme. Alors, en communiquant, on cultive la collaboration, la coopération et la compréhension et on facilite le transfert de nos connaissances. Alors, le but, c'est vraiment d'engager la communauté dans le processus. C'est vraiment une approche importante parce qu'elle soutient vraiment notre première ligne de défense contre les ravageurs. Ça, c'est la détection précoce, la prévention et l'éradication. Alors, ici, comme dans la photo, les activités d'élimination des espèces envahissantes ou les activités d'adoption d'arbres de rue, de surveillance de ravageurs, c'est tous des moyens efficaces d'améliorer le succès de n'importe quel programme dans un milieu communautaire. L'évaluation, elle, va viser, à examiner tous les aspects du programme et à déterminer quand les mesures ou dans quelle mesure il va réussir à réduire la population des ravageurs ou à vraiment comme atténuer les dommages. Fait que ça inclut non seulement le succès, mais on veut aussi identifier les mesures qu'on veut améliorer.
Alors, il existe de nombreux facteurs différents qui peuvent changer au fil du temps, puis on en a mentionné auparavant. Mais par exemple, les besoins des clients peuvent changer avec le temps. Des nouvelles recherches, des nouvelles informations peuvent devenir disponibles. Les types de projets et leur orientation, si on veut, peuvent même changer, ou même l'environnement et ou l'état de la santé euh, de l'arbre peuvent changer. Alors, une partie d'un programme garantit que l'environnement n'est pas impacté de manière négative. Fait que la surveillance de la dynamique des populations d'insectes bénéfiques, la faune, la santé des sols, et la qualité de l'eau va vraiment garantir que les efforts de contrôle n'ont pas d'impact négatif sur le fonctionnement de l'écosystème, sur les espèces bénéfiques ou les espèces non ciblées. Alors, c'est sûr que l'évaluation économique peut aussi changer avec le temps. C'est pourquoi que c'est vraiment important de disposer d'un historique des données pour pouvoir prendre des décisions au fur et à mesure. Enfin, la communication avec d'autres professionnels du domaine est essentielle pour recueillir des informations précieuses, afin d'améliorer le succès ou le bon rendement du programme. Alors voici quelques stratégies pour un programme réussi. Pour bien planifier, on doit vraiment récolter toutes les informations essentielles avant de décider la meilleure approche pour réaliser les travaux nécessaires. Alors, ça peut comprendre l'utilisation du terrain, sur et à proximité de la zone de travail. Ça peut aider à éviter des conflits potentiels avec des propriétaires ou avec d'autres utilisateurs du terrain. Ça pourrait également, encourager d'autres personnes à s'impliquer dans la protection, de ces arbres. Alors, les impacts environnementaux sur les espèces non ciblées, le sol, l'eau et la faune peuvent être anticipés et atténués avant le début des travaux. Et des programmes de lutte intégrés qui sont bien planifiés vont prévoir assez de temps pour mener des communications à l'externe avec les propriétaires individuels, si on veut, les municipalités, les agences gouvernementales, les groupes d'intérêt ou d'autres services publics. Et communiquer les détails du programme au public, c'est aussi très important pour sensibiliser la communauté. Alors, si on peut avoir plus de bottes au sol et plus de yeux vers le ciel, on peut potentiellement détecter plus rapidement, des arbres affectés. Alors, le dernier point que je veux mentionner concerne vraiment la définition d'un horaire. Alors, on veut vraiment garantir qu'on revoit l'approche et on évalue le succès d'un programme. Alors, au fur et à mesure que des nouvelles informations deviennent disponibles, elles vont vraiment nous permettre d'apporter des ajustements au programme, aux besoins. Alors, dans une des diapos précédentes, j'ai mentionné comment l'adoption d'un programme de lutte ajoute vraiment de la valeur et maximise les avantages des traitements de pesticides. Alors, il y a vraiment aucun élément d'un programme de lutte intégré qui est plus important qu'un autre. On veut toujours vraiment considérer une approche intégrée. C'est ça le point. Alors, avoir un historique d'un programme peut améliorer l'efficacité et être rentable en évitant des dépenses qui ne sont pas ben, souvent qui ne sont pas nécessaires. Et ça garantit que les ressources qui sont destinées aux pratiques de contrôle sont allouées de manière quand même assez efficace. Alors, un bon programme va contribuer à une gestion à long terme plutôt qu'à des solutions à court terme. Ça va garantir que les objectifs et les besoins de nos clients sont atteints, mais qui vont aussi venir soutenir, la santé de l'arbre, aussi. Alors, il existe des outils qu'on peut utiliser pour prendre en charge un programme de lutte intégré. Par exemple, les analyses du sol et des feuilles peuvent fournir des informations sur la nutrition et les déficiences qui peuvent améliorer la santé des arbres. L'analyse est disponible dans certains laboratoires commerciaux et publics. Aussi, des logiciels comme iTree peuvent être utilisés pour estimer et quantifier comme des avantages des arbres, ce qui pourrait être utile pour établir des seuils. Les outils d'identification et de surveillance comme Edmaps, ou iNaturalist sont parfaits pour suivre et signaliser les ravageurs dans des régions spécifiques et peuvent aussi incorporer les connaissances du public.
Fait que je vais juste terminer avec d'autres outils. Ici, le ministère des Richesses naturelles et des Forêts, ici, c'est en Ontario, surveille, mais toutes les provinces le font, surveille des zones forestières pour détecter des ravages dus aux insectes, des maladies et des perturbations liées aux conditions météorologiques, comme le vent ou la sécheresse. Alors, ces cartes sont tous disponibles en ligne. Et certaines municipalités vont aussi procéder au dépistage de ravageurs et vont fournir une mise à jour sur leur plan de traitement, au fur et à mesure. Et spécifiquement pour gérer la grille du frêne et la spongieuse, l'Allemand Plant Care fournit des cartes d'émergence qu'on produit pour certaines régions à l'aide d'un programme informatique spécial appelé BioSim. Alors, développé par les Ressources naturelles du Canada, le modèle utilise un modèle d'accumulation de degrés jour pour prévoir les dates d'émergence des stades larvaires de ces insectes. Alors, ces cartes-là sont mises à jour à chaque semaine, généralement, je dirais, de la fin mars jusqu'à la fin juin, et peuvent être consultées sur notre site Web. Alors, je termine avec une liste des publications qui ont été référencées tout au long du webinaire. Et je vous remercie d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez surtout pas de nous envoyer un courriel, soit à support@l'allemandplantcare.com ou si vous voulez placer une commande, vous pouvez communiquer directement avec notre bureau de commande au naorders@l'allemandplantcare.com ou sans frais au 1-888-236-7378. Alors, merci beaucoup et bonne fin de journée.